Bonjour, bonsoir, bienvenue au 4e grand rendez-vous économique de l'année 2023. C'est un rendez-vous annuel. Pendant le mois de janvier, on reçoit différentes personnalités publiques et non publiques. D'abord, on commence avec le ministre de l'économie et des finances. Ensuite, le 2 janvier, le gouverneur de la Banque centrale. En général, nous avons un économiste de la place, Pierre-Marie Boisson, qui est avec nous en général en 3e position. Cette année, il y a un petit changement, mais il est quand même avec nous. On a testé quand même sa popularité parce que beaucoup de personnes demandaient où est Peggy Boisson. Voilà Peggy Boisson. Merci, Kessner. Meilleurs vœux, bonne année. C'est toujours un plaisir pour moi. Je rappelle toujours ça. La première fois, c'était en 1998, pas vrai qu'on a fait une émission de ce genre. Tu vois combien d'années? Ça ne s'appelait pas Grand Rendez-vous économique. Ça fait 25 ans. Et je suis en 3e position cette année. Non, 4e. 4e position. 4e position, mais celui qui a été en 2e position avant moi a tellement fait une belle prestation que je pense qu'il méritait sa 3e place. Vous savez, la 2e position, je disais ça à France Duval, en général, on l'appelle l'interview Leslie Delatour, parce que Leslie Delatour était la première personnalité gouverneur de la Banque centrale à répondre à cette invitation. Nous sommes en 1995, Peggy. Tu imagines, il n'y avait pas... C'était la première personne, vraiment. C'est ça. Il est mort, on a laissé l'émission. Je disais à France Duval la semaine dernière, bon, comme... il est celui qui est toujours disponible pour répondre aux affaires politiques. Donc, il a fait une brillante prestation. Et maintenant, publiquement. Ou capable peut-être pour aller une interview Peggy Boisson, mais c'est le mot qui n'a pas titre là. Ouais. Et beaucoup planifié ça. Beaucoup planifié ça. Au cas là pour quelques jours toujours. Bon, au cas là pour quelques jours, donc on pas besoin de trouver Peggy Boisson. On connaît l'interview Peggy Boisson. Bon, Peggy, nous là, nous connaissons que ça n'a pas été une bonne année. En janvier 2022, l'ENTA a quitté, nous avons fait des prévisions. Nous n'avons pas jamais pensé que février 2022, le monde devrait changer. Donc, ce qui signifie que la prévision est tombée. Donc, voilà que maintenant, nous nous retrouvons avec 4 années consécutives de contraction économique dans l'économie haïtienne, à un rythme de moins 2,1% par année. Peggy Boisson, l'économie réelle, qui soit où? Bon, écoute, je te dirais d'abord que c'est quand je regarde le PIB, la statistique quand même, et je félicite encore une fois IHSI pour travailler. Ils ont fait un excellent travail avec le rapport cette année. Ils ont fait un excellent travail, vraiment très détaillé. Et ce que ce travail me dit, c'est que, contrairement à l'année dernière, où nous avons fait cette analyse, où il y avait une partie du tableau qui était positive, cette partie, c'est pas qu'il y a toujours 2 ou 3 postes positifs. C'est-à-dire qu'il y a une croissance du secteur public, par exemple. Il y a une croissance aussi du secteur financier. Mais par exemple, les transactions immobilières qui étaient en croissance l'année dernière sont en décroissance. Pratiquement l'eau et le gaz qui étaient en croissance l'année dernière sont en décroissance cette année. Donc la décroissance a été générale. Qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cette décroissance? On n'a pas besoin d'être grand clair et on écoute France Duval. C'est une économie qui a été dominée par l'insécurité et par la détérioration du pouvoir de l'État de contrôler les rues et de contrôler la vie publique et d'assurer le pouvoir régalien, le numéro 1 de l'État qui est la sécurité. Bon, ceci étant dit, c'est comme je dit l'euro, lorsqu'on machine, parce que je conduis une machine Bogota, j'étais jeune, lorsqu'on machine Bogota chargée à bruit, donc une série de bruits, de gros bruits, qui font pas un petit bruit ou bien vice-versa. L'insécurité, on lui accorde beaucoup, mais moi je dirais, on verra ça, que ce n'est pas l'insécurité seulement. OK? C'est tout l'appareil, je dirais, de gestion de l'État qui est mis à mal et qui est mis à mal aussi à travers le manque de capacité de l'État d'influencer l'économie. Et le fait que l'État est faisant, je dirais, un déséquilibre de ses finances publiques considérable. Et c'est là qu'on va avoir, je pense, un point positif à dire dans cette émission plus tard sur le futur. Parce que l'État a pris des mesures que nous devons applaudir à cette table et qui vont donner une meilleure année en termes de finances publiques, et j'espère de monnaie, que l'année dernière. Ceci étant dit, c'est pour plus tard. Mais l'économie haïtienne, tout le monde regarde le PIB, parce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce que c'est que le PIB? Le PIB, c'est la somme des valeurs ajoutées locales. C'est-à-dire, si tu fais une chemise en Haïti, eh bien, il y a une valeur ajoutée qui est quoi? La main-d'œuvre qui travaille dans la chemise et le profit que fait l'entreprise. OK? Si tu travailles dans un produit agro-industriel,
c'est la terre, donc ce que produit la terre, donc le fruit ou autre, plus la main-d'œuvre et plus le profit des entreprises. Mais de plus en plus, l'Haïtien vote avec ses pieds, je l'ai dit à cette table-là. Donc de plus en plus, l'économie haïtienne génère sa richesse à l'extérieur d'Haïti. Ouais. Je rappelle un chiffre que j'ai donné à cette table. Si tu devais estimer grosso modo les revenus générés par les Haïtiens vivant à l'extérieur, tu aurais une économie de l'ordre de 40 milliards de dollars américains. Alors que l'économie mesurée officiellement est la moitié en Haïti, par les 12 millions qui vivent en Haïti. Mais en réalité, quand je regarde maintenant la distorsion donnée par le taux de change, quand on mesure une économie en dollars, le taux de change peut faire une grande différence. Je crois que l'économie haïtienne n'est pas plus que 10 milliards de dollars américains, générés par les 12 millions d'habitants ici. Malgré l'ajustement qui a été fait par l'IHSI? Malgré l'ajustement. Et pourquoi je dis ça? Et je profite pour le dire, et je l'ai dit à l'IHSI. Si on regarde l'économie en good, on dit qu'elle décroît. Mais si on regarde l'économie en dollars, entre 2021 et 2023, tu as eu plus de 50% de croissance de l'économie haïtienne. Ou plus de 40%, disons. Près de 45%. Pourquoi? Parce que le dollar, quand tu as un taux de change qui ne reflète pas les variables fondamentales, tu as une inflation, parce que tu divises un PIB good par un taux de change pour avoir le PIB dollar. Donc si ton taux de dollar est trop bas, ton PIB qui est la résultante de cette division-là en dollars est trop élevé. Pour te donner une idée chiffrée de ce que je dis là, le PIB haïtien, le PIB par tête haïtien, est passé d'un taux de 1 200 $ en 2019 à un taux de 2 000 $, 1815, pas 2000. En parité de pouvoir d'achat? Non, pas en parité de pouvoir d'achat, en nominal. Ah bon? Si tu prends Google et que tu vas chercher quelle est l'estimation de la Banque mondiale du PIB haïtien, tu vas voir que le PIB haïtien est un PIB de 1815 $ américains en 2021. Ça n'a pas encore en 2022. Je peux faire ce calcul en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et 2021 qui fait ça? C'est que le taux de change a été, le taux de change officiel, c'est celui-ci qui est pris en compte par l'État, a été, je dirais, tu m'excuseras de le dire aussi brutalement, artificiellement renforcé. Et que ce PIB, ce taux de change-là est trop bas. Donc, étant trop bas, il fait que l'économie haïtienne aurait cru de 1 200 $ à 1 800 $ en 2 ans, les 2 années de récession de tes 4 années. C'est impossible. Ceci est une démonstration factuelle montrant que le taux de change haïtien n'est pas bien estimé. Parce que le PIB est bien estimé, mais le PIB est en good. Et quand il est en good et que le PIB est nominal, c'est un PIB nominal. Donc quand il subit l'inflation au numérateur, et que le dénominateur, cette inflation n'est pas reconnue par le taux de change, le résultat pratique est de majorer le PIB en dollars, qui aurait cru à un rythme plus qu'asiatique pendant ces 2 années qui ont été les pires années de l'économie haïtienne. Mais au niveau sectoriel, que ce soit le secteur primaire, le secteur secondaire... Tout a décru. Voilà. Mais si tu le mesures en dollars, tout a augmenté. Attention. Et quand les analystes étrangers, dont la Banque mondiale, regardent ton économie et publient des chiffres sur Internet, je t'invite à le faire, tu vas voir que ce qu'ils publient, c'est un PIB en dollars. Oui. Et Haïti n'est pas le seul pays de ce cas. Donc, on ne va pas s'arrêter à cette technicalité. Mais c'est pour te dire qu'en fait, pour moi, le PIB haïtien n'a pas cru. Ça veut dire que si le PIB était 1 200 $ par tête, il doit être aux alentours du même montant. Donc, à ce moment, tu as un PIB, tu as 4 fois plus de valeur ajoutée générée par les Haïtiens, la fraction des Haïtiens qui ont migré et qui vivent à l'intérieur. Alors, laisse-moi te dire ce que ça veut dire pour moi et pourquoi l'économie haïtienne décroît. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, premièrement, c'est une économie dont le plus gros secteur, c'est l'importation. Pourquoi? Parce que ne générant pas de la valeur ajoutée dans les secteurs productifs, cette valeur ajoutée est générée à l'extérieur du pays. Donc, ce sont les 10% de cette valeur ajoutée qui rentrent en Haïti, qui génèrent maintenant de la valeur ajoutée à travers le commerce. Donc, l'offre globale maintenant, le PIB local plus les importations. Donc... Non seulement le PIB local plus les importations te donne une offre beaucoup plus élevée que le PIB, mais en plus de ça, cette offre locale, dans la composition de cette offre locale,
la plus grosse partie de la main-d'œuvre haïtienne employée est une main-d'œuvre employée dans le commerce, à travers des micro-entreprises. Donc, automatiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu regardes ton secteur service, tu vas voir que le plus gros contributeur au PIB haïtien s'appelle le commerce. Et ce commerce, pourquoi c'est le plus gros contributeur au PIB? Pas à l'importation, mais au PIB. C'est parce que la majorité des gens qui travaillent dans ce pays travaillent dans l'informel, dans des petites activités commerciales. Et ça, on oublie ça. Donc, le créateur d'emplois, écoute, je vais te prendre un exemple très simple. La force de travail haïtienne, aujourd'hui, c'est quoi? 3,5 millions de personnes à peu près. Entre 3 millions et demi de personnes employées en Haïti. Combien est-ce que le secteur formel haïtien emploie dans ça? 300 000 personnes. Parce que l'État n'emploie que 90 000 personnes. À 100 000 avec les... Disons 100 000 personnes. Les contracteurs, ça me fait. Combien emploie la sous-traitance? Je ne parle même pas de la sous-traitance aujourd'hui qui a baissé. Mais la sous-traitance emploie 58 000 personnes. Et c'était le plus gros employeur privé. Donc, où est l'emploi? Oui, l'emploi, il y a une partie de l'emploi qui est dans la zone rurale. Mais le plus gros emploi de ce pays, là où se trouve vraiment l'emploi, c'est dans les petites entreprises informelles, commerciales, qui ont forcé l'État à réajuster son évaluation du PIB. Donc, on va s'arrêter là. Yeah. Tu vois un peu ce que je te dis? Avant de laisser totalement le PIB, on va aussi attirer l'attention là que nous au courant, mais nous ne pas parler assez de lui, et c'est un plus gros choc économique après. Les transactions immobilières qui viennent de secteur construction qui baissait. Un paquet de quartiers qui baissait. Qui, à cause de la sécurité, tu as parlé. Baissé. Donc ça, c'est un choc. Mais un deuxième choc que je voulais ajouter à ça. Parce que qui finance ces KSL le plus souvent? Diaspora. Au grand problème depuis 2 ans, et que je répété dans mes cours là, les récipiendaires de transfert de ce pays, qui constituent la plus grosse partie du marché d'échange, ont été pénalisés par le fait que le taux officiel qui est pris en compte quand ils sont payés en good, et c'est la moitié qui est payée en good, ces transferts sont payés à un taux qui est trop bas. Ça veut dire qu'en plus d'avoir une inflation de 38%, qui militerait en faveur de leur donner plus de good pour les dollars qu'ils reçoivent, mais en fait, tu leur donnes 15 good en moins de par une décision de l'État ici. Donc en leur donnant 15 good en moins, tu ajoutes à la détérioration du pouvoir d'achat venant de l'inflation. Tu ajoutes une détérioration venant d'un différentiel de taux. Puisque c'est les gens qui reçoivent, par exemple, en septembre, qui recevaient 117 gourdes 70, à ce même moment, les commerçants qui leur vendent des produits, eux fonctionnaient avec un taux de change de 132 à 135 gourdes. Donc, majorer leur prix, mettait dans leur prix le reflet de ce taux-là. Donc, un gars qui reçoit son transfert à 117 gourdes, paye les prix, paye artificiellement des produits qui intègrent un taux de change 20 gourdes plus élevé, 15 gourdes plus élevé. Ceci est très grave. Et ceci a des ramifications maintenant dans les micro-entreprises. Parce que les micro-entreprises maintenant vendent à des gens qui majoritairement reçoivent des transferts. Si ces transferts sont autant pénalisés, leur pouvoir d'achat baisse, la demande pour les micro-entreprises va baisser, leur chiffre d'affaires va baisser. Et automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Tu remarques ça dans les secteurs services. Tu vas remarquer une baisse du commerce, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, tu avais tendance à avoir une baisse de l'agriculture, mais une hausse du commerce. Tous les secteurs du service sont en baisse, sauf l'État. Et ça a attrait avec même la quantité de gens qui ne peuvent pas s'alimenter dans l'économie haïtienne. Parce que c'est leur pouvoir d'achat qui leur permet de s'alimenter. Bon, pour tout change là, pour me faire transition. Et un dernier bagage, n'oublions pas que l'inflation importée à travers le monde paupérise aussi les populations. C'est ça, parce que non seulement ils ont un revenu en moins, mais contrairement à toi et moi, l'haïtien petite bourse dépense plus de 50% de son revenu en alimentation. Or, quand tu as une inflation de 38%, mais c'est 50% à 60% que le produit alimentaire ont augmenté. Ah oui, beaucoup plus. Donc, il est automatiquement grevé d'un pouvoir d'achat à travers le fait qu'il dépense, relativement parlant, plus de son budget en alimentation que les gens qui sont plus fortunés. Bonne partie de l'analyse qu'on fait, qu'on estime que le taux de change est sous-évalué. Supposez que quitter le rivet le point d'équilibre que l'économie a reflété. On parle de l'inflation importée. Est-ce que l'inflation n'est pas 38, c'est 45, l'étape 60? Comment le justifier? Je vais dire ça en plusieurs façons. Non.
Parce que l'inflation, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une simple conversion du taux de change. L'inflation principale, à part certaines fois où tu as des supply shocks, comme tu as eu un supply shock en octobre en Haïti, avec la fermeture des ports. La chaîne d'approvisionnement. Mais en général, l'inflation est d'ordre monétaire. Donc, c'est le monétaire qui alimente l'inflation. C'est la quantité de gouttes qui circulent. Parce que si tu te places tu mets à la place d'une famille, si une famille a X gouttes à dépenser, mais si tous les produits augmentent, est-ce qu'elle va pouvoir dépenser plus? Non. Elle a tant d'argent à dépenser, on n'a pas créé de monnaie en plus pour elle, son revenu n'a pas changé, donc elle va dépenser la même quantité, mais elle va arbitrer. Je considère que le gouvernement Banque centrale Chita dit que la masse monétaire a augmenté de manière considérable, et comme nous ne connaissons pas de croissance, donc ça, c'est partie monétaire là. Mais, il y a une inflation importée. Pas simplement pour Haïti, parce que les chocs de Covid, les chocs ukrainiens, allons donner ça en chiffre. Viennent bonne ça, tout factoriel. Il a parfaitement raison. Laisse-moi te donner ça en chiffre. L'inflation a été 30,5% cette année. Ah, 38%. Excuse-moi, 30,5% c'est le forecast. 38% cette année. Mais en réalité, dans les 38%, moi je dirais que tu as 30% d'inflation réelle qui n'est pas due à un supply shock. Et la fermeture du port à partir de 12 a créé des ruptures dans la chaîne d'approvisionnement qui a augmenté ça à 38%. Mais aujourd'hui, la croissance monétaire, et je parle de la monnaie gourde, parce que pour moi, le dollar a tellement de distorsion que je ne le compte plus dans la masse. Je ne compte plus les dépôts en dollars dans la masse monétaire. Parce que ceux qui circulent, c'est vraiment des gourdes. C'est vraiment ceux qui financent la majorité des produits en Haïti. La masse monétaire gourde a augmenté d'environ 22%. La masse monétaire M3 a augmenté environ 25%. OK? Mais ces 22%-là ont donné 30% d'inflation. Pourquoi? Parce que tu as 8% d'inflation importée. Donc le tiers de l'inflation a été de l'inflation importée. Je n'ai pas de problème avec ça. Et l'inflation importée prive à elle seule les ménages haïtiens d'une partie substantielle de leur pouvoir d'achat puisqu'ils achètent essentiellement de l'alimentation et que l'alimentation est importée. Mais si tu reconnais, et je vais te donner un exemple très simple, est-ce que c'est parce que tu as eu une augmentation de 20 gouttes du taux de change officiel, à peu près, 97 à 117. C'est à peu près 20 gouttes. 97,4 à 117,7. Tu as eu une inflation de 22. Mais entre les 4 premiers mois de cette année-là, seulement, les 3 premiers mois de l'année, tu as eu beaucoup plus que ça comme augmentation du taux de change. Est-ce que tu l'as vu dans l'inflation? Non. Certains, on n'a pas encore comptabilisé l'inflation. Mais l'inflation n'est pas. On a une augmentation en rythme annuel de 75% du taux de change. Le taux de change est passé de 117 gouttes à 147 gouttes, 30 gouttes en plus. Il a augmenté une fois et demi ce qu'il avait augmenté pendant toute l'année dernière. Ça ne va pas se traduire par une inflation additionnelle. Pourquoi? Parce que si les gens n'ont pas la monnaie qui vient avec, et ils ne l'ont pas, parce que la masse monétaire n'a pas suivi. Donc, ils ne pourront pas, ils n'ont pas le pouvoir d'achat pour acheter au prix que tu dis que l'inflation monte. Parce que pour que l'inflation monte, il faut qu'il y ait demande. Il faut qu'il y ait demande, mais si tu n'as pas de demande, les gens ils vont vendre à qui? Ils vont vendre à qui? Maintenant, tout ça, c'est très complexe. Mais un dit un bagage qui est très simple. L'économie subit un double choc, un triple choc. L'économie haïtienne a subi le choc de l'insécurité, qui était déjà là, mais qui a particulièrement augmenté cette année et qui a créé des ruptures de chaîne d'approvisionnement, qui a créé énormément de problèmes, par exemple, pour les producteurs agricoles qui ont des biens à vendre, parce que les zones de production ne sont pas les zones de consommation. Ouais, c'est sûr. Quelqu'un qui produit dans la grandeur doit vendre une partie substantielle de sa production en Port-au-Prince. En passant par Matissan. Si tu gênes Matissan, tu gênes automatiquement, tu crées ces produits-là plus chers et tu les rends moins disponibles. Donc tu as des problèmes. Ça, c'est son premier problème, l'insécurité. Deuxième problème, la gestion monétaire. Excuse-moi. La gestion monétaire a entraîné une paupérisation. Maintenant, ceci étant dit, elle a été plus élevée en 2021, cette paupérisation-là, peut-être qu'en 2022. Mais elle a continué parce que là où le gouverneur rattrapait le taux au début de l'exercice dernier, et il le fait au début de cet exercice actuel, on a recommencé à avoir un écart de valeur de 20 gouttes, de 15 gouttes. Et ceci, le système bancaire a été très vocal dessus. Et la troisième raison, c'est la crise mondiale, dont on parlera tout à l'heure, avec la guerre qui a augmenté l'inflation et qui a privé les populations importatrices de biens, de commodities, donc de denrées, les a appauvris. On peut transfert de pouvoir d'achat, une augmentation, inflation mondiale
sur les denrées, c'est un transfert de pouvoir d'achat des consommateurs que nous sommes vers les producteurs. Une pondération, tu as bonne quoi exactement? Les producteurs comme le Qatar. Pondération, tu as bonne quoi à peu près? Pondération, tu veux dire? Si je pondérer 3 facteurs, mettez là. Écoute, c'est très difficile pour un économiste qui veut être rigoureux de te répondre à cette question. Bon, peut-être de manière qualitative, ça pique gros par rapport à tel autre. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ces facteurs interagissent entre eux. Ah, ok. Parce que je vais te donner un exemple très simple qui est le plus important. Le fait pour nous d'avoir une augmentation des prix du pétrole, et d'ailleurs qui ont baissé maintenant, mais le fait pour nous pendant l'année fiscale d'avoir une augmentation de 40% à peu près, bon, ça dépend de la période, des prix du pétrole fait que on a un déficit budgétaire, donc on a une inflation sur les produits alimentaires. Parce que automatiquement que tu as une accélération de la planche à billets, tu as une accélération des prix domestiques. Mais en même temps, cette augmentation des prix du pétrole, qui est une augmentation pour Haïti, prive Haïti de devises qui seraient nécessaires pour alimenter l'importation d'autres produits. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, en dehors du pétrole, tous les produits alimentaires, les produits, le blé, etc., proviennent, il y a une grosse partie qui provient de l'Ukraine. Ukraine, combinaison Ukraine et Russie. Donc ce choc a été un choc qui a augmenté depuis l'importation les produits alimentaires haïtiens. Donc non seulement il y a eu la masse monétaire qui a été affectée par le déficit budgétaire parce qu'on subventionnait le pétrole, mais tu as eu maintenant les prix importés eux-mêmes qui ont augmenté. Ces deux s'ajoutent. Donc distinguer ça, c'est très... Tout à fait. Toute cette considération technique que fait là, qui veut dire lorsque le PIB a contracté, ça veut dire qu'il y a moins de jobs, il y a moins d'activités économiques. Il y a moins de taxes. Oui, le gouvernement dépend de l'activité économique, ça, c'est un point très important. Mais, et, vas-y. Si vous voulez quantifier, permets-moi d'avoir peut-être un biais. Moi, je pense que le choc le moins bien compris, le plus sévère sur l'économie haïtienne, a été le taux de change. Modéliser le pour nous? Je connais qui ouvre le Gounal. Je vais modéliser le pour. OK. Plus l'inflation, prix qui a augmenté, donc une combinaison comme ça, si nous traduisons toutes paroles, ça veut dire qu'il y a plus de pauvreté, il y a plus extrême pauvreté et la misère dans ce pays. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Encore une fois, un grand plaisir, nous trouvons le magazine Financier Investir, mais c'est les grands rendez-vous économiques de l'année depuis janvier 2023 arrivés. Nous commençons déjà à parler avec le ministre des Finances, gouverneur Banque centrale. Nous parlons avec des secteurs qui parlent en public là tout, parce que c'est acteurs publics et acteurs non publics. Donc nous pas surtout des secteurs privés, mais Pierre-Marie Boisson, qui est mon invitation, on a regardé là l'image, il ne pas venir défendre le secteur privé, mais il regarder acteurs non publics, comment ils ont année et qui perspective, comment on évolue là-dedans. Pierre-Marie Boisson, nous font une belle rallye là de situation en 2022, pardon, de comment l'économie a été réelle, on a analysé le PIB, on a analysé l'inflation. Ou téléphone résumé sur vous pouvez partir? Non, je devrais attirer attention parce que vous posez mon question challenging. Je me répondre à la question là de façon le plus simple possible. Tout pour nous, l'économie en général, à partir du PIB, production, emploi, production, génération de revenus. Mais génération de revenus, lui-même qui ça mène, elle mène consommation, elle mène bien-être. C'est pour ça qu'on emploie. On ne pas employer pour employer. On emploie pour générer des revenus, pour payer l'école petit tout, et pour manger. Or, où se trouve la population haïtienne et qu'est-ce qui génère ces revenus de la population haïtienne? 60% de la population haïtienne vit des transferts. 60%? Yeah. On reçoit mensuellement des transferts pour 1,5 million de familles haïtiennes. Haïti a une population de 2,4 millions de familles. Diviser 1,5 par 2,4, on vient à peu près 60%. 60% ça, il a besoin de manger. Donc, il alimenter l'autre 15% qu'on a qui est le commerce. Cap intermédiaire de là que nous recevons des transferts pour venir tourner des biens de consommation. C'est de l'emploi, donc c'est du PIB. Donc, l'on a ajouté 60 ça avec l'autre là, on a 75% qui directement ou indirectement lié au transfert. L'on prend modélisation économique ça, on n'a pas besoin de grand clair pour qu'on ait que soit affecté pouvoir d'achat mondial directement ou un plus gros impact soit affecté reste 25%. Or, reste 25% moun, parce que la valeur ajoutée, c'est des paiements d'emploi. Ce sont les emplois
surtout qui sont à la valeur ajoutée. Et le profit. Parce que nous n'avons pas pile de ressources naturelles en Haïti. OK? Mais même l'organe ressources naturelles, là, c'est l'emploi qui plus grosse valeur ajoutée. Or, qu'est-ce qui alimente le reste? C'est la production. Mais la production est très faible en Haïti. L'État est très faible. Donc, ce qui veut dire que la quantité de gens qui vivent de la production ou qui vivent des revenus générés par l'État, c'est seulement un quart de l'économie. Un quart de la masse des familles qui vivent en Haïti. Donc, trois cas, c'est soit les gens qui recevoir un transfert, soit les gens qui vendent à moun sa yo, qui sont des micro-entreprises. Or, trois cas pendant 2 ans là, c'est les gens qui subissent de plein fouet la détérioration du pouvoir d'achat qui est-elle due au fait que les transferts étaient payés à un taux 15 à 20 gouttes plus bas que le taux du marché. Et bon, précis, c'est ça, le taux du marché. Si tu prends le marché des changes haïtiens, le marché des changes haïtiens, c'est essentiellement les importations. Parce que plus fort dollar qui a échangé en Haïti, c'est des gens qui vendent en gouttes qui convertissent dollars pour les importer. Or, quand tu compares les importations de ce pays à la masse des gouttes, des dollars vendus par le système bancaire, on se rejoint pour l'année entière, 28% seulement des devises échangées en Haïti pour faire des importations pendant l'année 2022 ont été intermédiées par le système bancaire, y compris la Banque centrale. C'est-à-dire parce que la Banque centrale vendait à travers les banques. Donc ça veut dire que 72%, c'est le marché informel là, c'est le marché d'échange informel. Or, ce marché d'échange informel aujourd'hui, il évolue à 155 gouttes alors que la Banque centrale à 145. Maintenant, la Banque centrale rattrape une partie de l'écart. Donc à la fin de l'année, tu avais beaucoup plus d'écart. Or, cet écart veut dire que c'est une détérioration de pouvoir d'achat de 75% des familles haïtiennes par rapport au reste. Mais si vous savez, le différentiel de taux de change est un choc plus important pour la population haïtienne que tous les autres. Maintenant, on se dit là que, et le gouverneur a confirmé déjà, que les transferts ont chuté au cours de l'année 2022. Il y a un petit problème avec ça. Et on va préciser pour nous, mais nous connaissons tout que l'inflation aux États-Unis, rappelez, 8%. Ça qui est passé pendant 40 dernières années. Oui. Il est arrivé 9% dans le mois de juin, la baissé qu'on y a là, et même mois de décembre, il est en bas 6%. Est-ce que ça a un impact sur le transfert là? Parce que un impact sur le transfert là, pas très élevé. L'inflation a eu un impact moins aux États-Unis. Parce que les États-Unis, aux États-Unis, dépensait seulement moins du 5e de son revenu pour le manger. Tandis qu'au monde dans un pays comme Haïti, dépensait 50% de revenu pour le manger. Donc le choc de la guerre de l'Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a beaucoup plus affecté les pays pauvres que les pays riches. Il affecte les pays riches tout, oui, mais les pays riches, ils ont des revenus plus élevés, ils ont une meilleure diversification du panier de la ménagère, donc ils sont moins affectés par une augmentation du prix des céréales qu'eux même. Mais là où il y a une population qui vit des transferts, en théorie pure, s'ouvre les contrebalancer un choc externe que recevoir parce que prix ont monté, faut à déprécier le taux de change là parce que faut à bailler plus gouttes par dollar. Or ou bailler moins. Donc on a une inflation élevée, mais en même temps on a un taux de change qu'on baille qui moins que le taux marché. Donc on frappe sévèrement. Et l'on frappe sévèrement, moun sa yo consomment moins. Donc il a affecté le secteur commercial là qui lui-même vend moins. Pour qu'ils ne soient pas d'accord que le transfert diminue? Je vais expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Je ne dis pas que le transfert va diminuer. Non? Moi, je dis que la diminution magnifiée, est plus important que le paraît. Pourquoi ça? Autour de 3,7 milliards. Transfert net, baissé de 300 millions de dollars. Transfert net, c'est-à-dire, l'on prend les transferts sortants, les transferts rentrants, moins c'est les transferts sortants. Transfert bout, baissé d'environ même bagaille, 200, 250 millions. Mais comme les transferts sortants, il y a eu plus de transferts sortants, donc ils viennent affecter, ils viennent baisser le flux net là. La fuite de cerveau? Mais même depuis l'homme d'après ça, me dit un problème. Parce que transfert, c'est la principale source de devises économique haïtienne. Or, le principal utilisateur de devises en Haïti, c'est les importations. Comment faire transfert baisser et importation monter? Un problème.
Puisque, ou pas qu'à importer, ou pas payer importation. Donc, pour importer, or de quoi viennent les dollars? Les dollars viennent de la combinaison des transferts, des exportations et des flux rentrants de capitaux. Ou quand nous avons observé ça, sous exportation, exportation augmentée de environ 150 millions de dollars pour exportation bien, et baissé de 50 millions de dollars, 59 millions de dollars pour les importations de services, le tourisme. Les exportations de services, tu voulais dire? Tourisme baissé 59 millions. Donc, en termes de dollars provenant des exportations de biens et services, nous perdons à peu près 90 millions de dollars. Si alors, excuse-moi, nous gagnons à peu près 90 millions de dollars. Parce que nous gagnons sous biens et puis nous perdons sous services là. Donc, le net. Mais, l'organe de 300 millions de dollars qu'on perd sous transfert net là, ou t'es deux gagner 200 millions de dollars en moins de dollars dans l'économie haïtienne là. Or, oui, 400 en plus. Pour qui ça? Pour deux raisons. Je vais expliquer deux raisons. Première raison, c'est que la Banque centrale fait rentrer pour équilibrer profit chiffre, l'État, il baisser réserve brute de plus de 200 millions de dollars américains. Son premier 200 millions. Mais l'autre là qui s'allie, c'est que entre la baisse des revenus que tu as eu des transferts de capitaux privés qui ont augmenté de l'ordre de 500 millions de dollars américains. Pour qui ça? Parce que lorsque tu as adopté politique Banque centrale là, politique là introduit une incitation à une série de monde pour transférer des capitaux au taux officiel. Par exemple, ils utilisent une carte de crédit, c'est ça qu'ils font. Ils prennent une carte de crédit, ils payent l'an good, ils payent l'an dollar à l'autre bord, et puis ils font payer l'an good à un taux bas. Et puis, taux là que ils n'ont pas dépensé, ils font le rentrer pour venir payer la carte de crédit à 15 gouttes plus élevé. Vous voyez ça veut dire? Ça veut dire que dans une année où tout le monde dit que l'économie a détérioré, regardez le compte qui mesure les fuites de capitaux. Compte l'année négatif l'année dernière de 250 millions. Année salle positive de 265 millions de dollars américains. Moi, je me dis, mais comment on fait des capitaux qui ont à Haïti à 265 millions de dollars américains? Qui ça vient faire en Haïti? Est-ce qu'il y a un investissement? Est-ce qu'il y a un marché de capitaux que nous n'avons pas acheté valeur? Pas de comme ça en Haïti. Moi, je dis que ce sont des capitaux qui venaient de la spéculation induite par ce différentiel de taux. Nous avons transféré des capitaux en taux bas et puis, année ça, il y a pour rentrer à un taux élevé. Alors, ce n'est pas exactement vrai que ces 2 années dernières, non? Tout le temps, il fait même pas là, mais l'année dernière, il y avait plus de sorties que de rentrées. Année ça, il y a plus de rentrées que de sorties. Donc, vous venez gagner. Dollars, ça rentre dans l'économie. Plus dollars, Banque centrale, plus les dollars qui sont entrés dans le système bancaire pour équilibrer leurs chiffres, tu as 700 millions de dollars américains en plus de ces 3 postes-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu mesures les transferts de la diaspora l'année dernière, et que tu retires flux qui étaient sortis de façon spéculative, là, les 22% que tu as eu d'augmentation, pas tape 22%, mais tape 15%, mais tape 16%. Puisqu'il y a plus de transferts à être rentrés l'année dernière spéculativement que de transferts réels de la diaspora. Cette augmentation, comment elle paraît dans la balance des paiements? Il paraît de façon très simple. La balance des paiements, c'est pourquoi moi je traduis la balance des paiements de façon très simple. Rentrée-sortie. La balance des paiements haïtiens montre que quand tu regardes, retirer tout le langage savant, balance courante, balance commerciale, retirer tout le langage savant. Tout dollar qu'entré, c'est quand Haïti sont gros famille. Tout dollar qu'entré, il y a ou bien sorti, ou bien stocké dans le compte. Ou en famille, ou un revenu, ou bien des emprunts qu'on fait. Pendant l'année, on recevoir une série de bagages, revenus, emprunts, etc. Et pour dépenser. Mais la différence entre ça, recevoir et dépenser, c'est soit l'augmenter compte de banque ou sougain plus, ou sougain moins score pour prendre un compte de banque. C'est même pas un pays. Le pays a des entrées de dollars. Il est sorti de dollars sous forme de importation, biens et services, et tourisme des Haïtiens à l'étranger. C'est ça, sortie de dollars. Donc, si sorti ça, comme c'est le cas cette année, plus élevé que rentrée, ça veut dire que la famille haïtienne représentée par l'État haïtien, la Banque centrale, va aller dans le compte bancaire à l'étranger pour faire plus d'importation. Donc voilà la balance des paiements. Maintenant, le fait que dans ces rentrées-là, tu as des capitaux de sources
non nécessairement identifiés, mais qui sont des capitaux privés qui rentrent en Haïti pour diverses raisons, lorsqu'il y a plus de dollars qui rentrent dans Haïti que de dollars qui sortent, ou vient plus de dollars tout qui peut dépenser dans l'importation. Et c'est ça qui vient bas ou qui a plus d'importation, alors que source première de devise qui transfert a baissé, vous avez plus d'importation. Excuse-moi d'être. J'espère avoir été clair, mais c'est le paradoxe parce que chaque fois que tu as une augmentation des importations dans ce pays, c'est parce que tu as une augmentation des flux rentrants de devises. Et le plus gros flux rentrant de devises, en général, les transferts. Donc, si vous voulez transfert baisser, importation monter, c'est qu'on a l'autre flux qui contrebalance ces différences. Parce que le gouvernement est clair, 5 milliards de dollars américains d'importation. Bien service. Et il était dit que le transfert a diminué. Oui, mais comment ça a fait ici? Ensuite, il était même fait comprendre que... Comment on a fait importer sous pas un dollar? Écoute, ou j'aime dans nous importer un marchandise, il ne va pas payer, marchandise ne va pas rentrer. Parce que l'on marchandise n'a pas entré en Haïti, l'importer. C'est depuis sous pied que paye. On a une lettre de crédit couvert. Comme on a touché depuis sous port, oui. Donc, il faut payer. Donc, si on enregistre le paiement, ça, une fois qu'on fait importation, il faut que le dollar soit de son côté. Donc, afin de dire, ah, nous importons tout. Mais non, nous importons parce que nous avons des dollars. Mais si vous rentrez moins de dollars, année ça, moi-même, ça fait 30 ans que je fais ça. Si vous rentrez moins de dollars, vous sortez moins de dollars. Sauf si vous avez une petite contrebalance dans le compte de banque où vous créez les réserves. Donc, si les réserves là, vous prenez 200 millions de dollars là-dedans, c'est 200 millions de dollars en plus pour importer. Eh bien, l'homme garde ça, me dit, mais nous perdons 300 millions de dollars et puis nous avons augmenté l'importation de 400 millions. Comment nous prenons dollars? Nous prenons dollars parce qu'il y a des capitaux qui sont rentrés. Et je dis que ces capitaux sont rentrés parce qu'ils étaient sortis l'année dernière. Et ils étaient sortis l'année dernière. Pourquoi? Pour des raisons spéculatives liées au taux de change. Maintenant, nous l'aspect financier là, et nous avons l'économie réelle là d'abord, l'économie financière là, c'est la dernière concentrée. Finances publiques et déficit, le gouverneur a reconnu et le ministère des Finances là, que le financement a été extrêmement élevé sur le plan monétaire. Ouais. 4 dernières années, vraiment, beaucoup de gouttes mises à Et l'année 2022 est la plus élevée des 4. L'année 2022, tu as eu 49,5 créés par la Banque centrale, mais on oublie qu'il y a eu aussi les banques. Parce que quand les banques font du crédit à l'État à travers l'achat de bons du Trésor, c'est de la création monétaire aussi. Oui, mais pour retirer, ça n'est pas capable de pouvoir d'achat pour lancer de la Banque centrale là? Non. Non. Comprenez bien ça, Risco. Banque là, l'algon cob qui est en réserve, qui est en cash. À partir du moment qu'une banque commerciale font crédit à n'importe qui, Christophe Farrell, l'État et Brana, n'importe côté le fait, son cob qui t'a dormi là, création monétaire. Que le crée. L'augmenter le pouvoir d'achat. La banque crée de la monnaie comme la Banque centrale. Ah, ok. Maintenant, si c'est moi qui t'ai acheté bon du Trésor là. À ce moment, c'est un transfert de pouvoir d'achat. Si c'est au même individu privé... La Banque centrale et les banques commerciales font la création monétaire. C'est deux bagages différents. L'individu ne crée pas de la monnaie. L'individu dépense la monnaie qu'il a. Non. La banque, de par le fait qu'il crée du bilan, la banque commerciale crée de la monnaie. Donc, si la banque commerciale achète, des bons du Trésor, c'est la création monétaire. Ouais, c'est sûr. Donc, la création monétaire réelle cette année a été, quand tu regardes la création monétaire brute, c'est-à-dire sans la destruction monétaire, tu aurais eu 75 milliards de gouttes à être créés, 73 à être créés cette année. Pourquoi tu n'as pas eu 73, tu as eu 60? Parce que la Banque centrale a réduit ses réserves. Donc, quand tu combines, parce que quand tu réduis les réserves, c'est quoi? Quand la Banque centrale met des dollars en circulation, elle retire les gouttes. Parce que c'est un échange dollar-goutte qui se fait. Donc, c'est une extinction monétaire. Yep. Donc, quand les réserves baissent, sauf quand il y a des baisses de réserves qui sont dues, comme l'a dit le gouverneur très justement, qui sont dues à des gains ou pertes de réévaluation. Ça, ce n'est pas monétaire. C'est par exemple pour un placement à l'étranger, et puis placement était mark to market. Il était valorisé à tant d'argent, et pour perdre un cob sur lui parce que le taux d'intérêt a augmenté, parce que le marché a bougé. Et quand le taux d'intérêt augmente, les placements que tu as, leur valeur diminue. Donc, il y a eu des pertes de réévaluation de la Banque centrale aussi. Mais la portion des réserves qui a été monétisée a fait qu'il y a eu une baisse, je crois, de l'ordre de 20 milliards même. Je m'a fait confiance à la mémoire, mais là, peut-être c'est pas... Mais il y a eu une réduction monétaire, mais il y a eu une création monétaire. Donc, en fait,
la masse monétaire a cru de la différence. Alors, la masse monétaire créée par l'État et les banques, c'est 60 milliards. Et c'est ça. Mais il y a eu aussi le privé. Il y a eu le privé aussi là-dedans. Parce que les banques font du crédit au privé aussi. Le crédit privé a augmenté aussi. Donc, all in all, tu as eu une augmentation de la masse monétaire de 30 milliards, peut-être un peu plus, qui est due à la différence entre les deux. Maintenant, lorsque... Et pourquoi? Parce que les recettes ont été 110 milliards alors que les dépenses ont été c'est ça. de près de 200 milliards. Dans le budget, nous avons recettes domestiques, nous avons dons et nous avons financement. Donc, en tant que financement a augmenté comme ça, il y a un résultat au niveau du service de la dette. Il y a deux résultats, oui. Il y a un premier résultat, c'est que il produit inflation. Puisqu'il y a ajouté dans ce stock monétaire là, alors que les biens n'ont pas augmenté. Surtout, là, fait par la création monétaire. La création monétaire est pure, c'est-à-dire que il fait par déficit budgétaire monétisé, c'est-à-dire qu'il fait chèque sans provision de l'État. Puis les banques qui créent de la monnaie à travers leur crédit à l'État. OK? Et à travers leur crédit au privé aussi. Mais au lieu de donner du crédit aux entreprises, elles en donnent à l'État. Cette année, elles ont donné très peu aux entreprises. Mais tu disais, excuse-moi de t'avoir interrompu. Non, on a essayé de montrer que le financement, ça, qui a financement, ça a une augmentation constante. L'année dernière, c'était 54 milliards, quoi. On a ajouté les deux. Et on vient de tomber dans 60 milliards. Yeah. Et puisque nous étions supposé en 2022, bon budget depuis octobre, bon, il va en retard à cause de la situation guerrière, mais les chiffres. Alors mon cas, si on est oublié, oui, il y a la Banque centrale aussi, qui crée de la monnaie chez elle. Oui, c'est financement monétaire, monétisation déficit budgétaire, là, on n'a pas l'eau. Oui, mais qui pendant 4 ans, vraiment. Ce n'est pas du déficit, c'est du déficit quasi fiscal. Le déficit fiscal, est-ce qu'on disait, financement de la BRH à l'État. Mais la Banque centrale elle-même, quand par exemple elle paie, parce que est très simple, ouais, intérêt sous dette l'État. L'intérêt, chaque fois que la Banque centrale finance l'État haïtien, elle perd de l'argent. Pourquoi? Parce qu'elle crée de la monnaie qu'elle va rapatrier sous forme de vente ou bien sous forme de bons. Quel est le niveau d'intérêt? L'intérêt payé par l'État, j'ai calculé à partir des chiffres que j'ai eu, les chiffres comptables de l'État ici. Le taux d'intérêt payé par l'État à la Banque centrale sur la dette publique interne est de 1,5%. Avec un taux d'inflation de plus de 30%. Avec un taux d'inflation de plus de 30% et avec la Banque centrale, quand elle paye, c'est-à-dire son taux marginal de paiement, c'est-à-dire c'est l'argent qu'elle prend des banques à travers les bons BRH dans son passif, est payé à 10,5%. Alors que ce même argent qui est payé à 10,5% est payé à 1,5% par l'État. Maintenant, mind you, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a une partie de l'argent que la banque utilise maintenant qui est la partie des réserves obligatoires. Donc les réserves obligatoires en gourde qui sont utilisées pour financer l'État, puisque si tu regardes le bilan, tu as comme une banque, tu as des dépôts et en face des dépôts, tu as des crédits et tu as des réserves. Les réserves qui sont à l'actif de l'État sont financées par la monnaie en circulation. Okay? Tandis que le crédit à l'État est financé massivement par le système bancaire, à travers les réserves obligatoires et à travers les bons BRH. Mais les réserves obligatoires ne payent 0% d'intérêt. Donc en fait, si tu prends moitié-moitié par exemple, tu vas voir que le taux réel que paye la Banque centrale sur l'argent qu'elle va prêter à l'État n'est pas 10,5%, il est plutôt de l'ordre de 5%. Mais c'est quand même 5% payé sur une masse d'argent qui est prêtée à l'État à 1,5%. Ça veut dire quoi? Ça induit une perte pour l'État. Et cette perte-là, si elle n'était pas contrebalancée, mais à l'équilibre, cette perte-là est monétisée aussi. Et si elle est monétisée, elle augmente le déficit. Elle augmente la création monétaire. Maintenant, la Banque centrale dispose maintenant de réserves en dollars de l'État, pas de l'État, des banques, place ces réserves-là à l'étranger. Et ça permet de diminuer son déficit. Mais son déficit est là quand même. Oui, mais là, on attire attention, parce que je me pose des questions. L'on économique fait 4 ans à chuter, et qu'on critique les banques qui ne crédit, mais si les banques ne crédit au secteur privé, à l'économie réelle, avec tout choc que ça a fait là, tu as une crise bancaire. Est-ce que pas un qui cache là le fait que c'est Banque centrale qui prend yo? Bon, écoute, la Banque et comme centrale, l'État est éternel, si on peut le dire ainsi. La Banque centrale
face à un système bancaire très conservateur, je dois dire, très conservateur, étant donné l'augmentation des risques, voilà, il est moins risqué pour les banques, peut-être, comme tu as dit, de faire du crédit à des clients dans une économie pareille. Elles en font quand même, mais elles en font moins que de faire du crédit à l'État, puisque l'État est le souverain. Voilà. L'État a le pouvoir de créer la monnaie lui-même à travers sa banque centrale. Et le risque que l'État ne paie pas est très faible. Nous sommes d'accord. Donc, en fait, c'est peut-être un meilleur usage, mais pour une mauvaise raison. C'est ça. C'est parce que l'économie ne va pas bien. Parce que l'économie ne va pas bien et la demande de crédit ne va pas bien. Et en fait, le système bancaire en valeur réelle est en train de baisser chaque année. Pourquoi il baisse? Parce que tu vas avoir qu'un goût, il augmente moins que la dépréciation. Donc il baisse. Vous parlez de conservatisme du côté des banques commerciales. Une question, mais qui ça fait banque fait comme pendant une situation? Bien que je me dis, s'il pas fait comme, il t'a mis dans plus de danger parce que nous avons plusieurs crises. Crises de pas besoin sont crises financières. Mais expliquez-moi comment. La réponse qui vient automatiquement à l'observateur, je dirais, premier, ou bien à l'observateur qui regarde ça de façon superficielle, le change. OK, c'est le change. C'est vrai que la politique de la Banque centrale depuis 2 ans a permis aux banques de faire une marge de change plus élevée. Pourquoi? Parce que si tu n'as que 28% du marché, mais qu'on gagne là des taux plus bas, ça veut dire que nous n'avons pas jouer notre 72% dans le monde et que obligé de payer le plus cher. Mais si que pas jouer dans le monde, si ça joue dans le monde là, ou que doit charger n'importe qui soit voulu à payer, pas vrai? Parce que le plus bas que ça a venu sur le marché. Donc automatiquement, ça veut dire que une banque peut pratiquer des marges de change plus élevées que s'il y avait parfaite concurrence et qu'elle avait tout le marché en main. Comme ça aurait dû être le cas. Écoute, je suis banquier, hein, donc je ne suis pas en train de parler à dire que les banques font quelque chose d'indu parce que les banques ne gagnent pas beaucoup d'argent non plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque génère une plus grosse partie de ses profits d'une opportunité dans le marché d'échange parce que par ailleurs, elle est très timide pour prêter et elle pratique des taux d'intérêt faibles. Et je dis pourquoi faibles. Si tu regardes les taux d'intérêt pratiqués en gouttes par le système bancaire haïtien, ils sont à peu près 2 fois moins élevés que l'inflation. Mais aussi, les taux payés au dépôt sont 2 fois moins élevés que l'inflation. Donc, l'ensemble du système bancaire, les déposants perdent de l'argent parce que leur valeur diminue, plus que le taux d'intérêt que tu leur payes. Mais la majorité qui ont des dépôts à vue ne sont pas des gens qui mettent de l'argent en banque pour gagner de l'argent, pas vrai? Ils le mettent en banque parce qu'ils ont besoin de la banque. Mais les gens qui payent sur le crédit que leur fait la banque paient des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus faibles qu'ils auraient dû payer normalement puisque l'argent perd de la valeur. Plus que les taux d'intérêt. Mais attention, s'il n'y avait pas le change, tu verrais les taux d'intérêt augmenter. C'est ce que tu as vu dans d'autres pays. Automatiquement, que ces revenus disparaîtraient, banque n'a pas de cadeau et puis le revenu de change disparaît et puis il ne pas charger de l'autre côté. Parce que ça passe, il ne peut pas payer l'employé. Parce que banque là, les bombes est très rentable. Les taux de rentabilité des banques ne sont pas très élevés comparés par exemple au secteur pétrolier ou au secteur commercial. Mais la banque automatiquement qu'elle aurait moins d'argent là, elle le rattraperait ailleurs. Elle serait obligée de le rattraper ailleurs parce qu'elle doit payer ses employés, elle doit payer ses dépenses. Donc, c'est un faux raisonnement que de dire oui, c'est sous change là, fait. Oui, c'est sous change fait parce que c'est là que je ne fais. Mais si on n'a pas de fait là, la concurrence aurait amené les taux d'intérêt plus élevés, surtout pour toutes les banques, parce qu'il faut qu'elles payent leurs coûts. Voilà, nous avons un grand rendez-vous économique avec Pierre-Marie Boisson. Comme chaque année, nous connaissons qu'un pile par où on a parlé là, sur réalité économique pays, impact et comment la situation financière est, et au niveau des banques commerciales, puisque ils reconnaissent qu'ils sont membres du système bancaire, donc ils ont des informations de première main. Nous proposons dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission. Nous avons un magazine économique qui est rendez-vous économique le mois de janvier, que ce soit sur radio ou sur télévision. Et comme d'habitude, Pierre-Marie Boisson, qui est à demandé pour lire en pile, parce que l'année, ça passe à 4e au lieu de 3e position. Pierre-Marie Boisson, je crois que le sujet est corsé, mais quand même, nous essayons de porter le grand public là, parce qu'il y a des questions qu'à poser, parce que nous avons dit ça au gouverneur, les réseaux sociaux ont changé un petit peu, façon de communiquer, façon que nous informer. Donc, il faut que nous parlions au grand public là, ou se dire clairement là, qu'il y a plusieurs options. Une banque commerciale
il y a crédit, il y a marché de change. Donc, c'est dit que c'est comment avancer, comment on peut positionner. Parce que nous répétons encore, une crise financière, c'est le dernier bagage que nous avons besoin aujourd'hui dans le pays. Et avant que nous attaquions les marchés financiers internationaux, parce que c'est ça qui est le dernier parti, pour nous fermer l'économie locale, là, réelle, là, qui ça qui pour ta fait là, qui pour ta... Alors, le gouverneur Banque centrale, là, on a des conférences de presse, mais il y a des coups de gueule. Il y a d'autres acteurs qui entrent sur le marché, ou se reconnaître là que la banque commerciale est entrée sur le marché d'échange, mais il paraît qu'il y a d'autres acteurs qui sont sur le marché à cette jour-ci tout. Je veux dire, est-ce que depuis qu'on a good, ou quand on mass good, ou sont potentiels acteurs de marché financier, de marché d'échange là? Bon. Bon, nous, tant que M. Banque centrale, ni toi ni moi dans l'école, pas vrai? Nous apprenons, c'est pas un bail qui au hasard, nous apprenons l'école, nous apprenons pas foutement avec un série de réalité, pas seulement haïtien, et puis des modèles que tout le monde connaît. Un marché est efficient quand il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. Dès qu'on concentre un marché entre les mains de 2-3 personnes, on a une situation de capture de bénéfices, qui est le monopole, oligopole. Moi-même, je ne suis pas d'accord avec mes amis que parce qu'il y a plus de monde qui a échangé un dollar que brusquement c'est un problème. Donc, comme banquier, ouvert pour que plus de monde entre sur le marché. Naturellement. Mais, on nous dit un truc qui est clair. Si le marché a été laissé à lui-même, la banque a un plus gros part de marché. Parce que paradoxalement, la Banque centrale a dit que les politiques qu'elle fait, c'est pour faire rentrer. On dirait moi plus nous pour aller, c'est moins que la part des banques comptables mesurées dans le marché des charges, on dirait moi la vie de pipiti. La vie de pipiti, de jour en jour. Et je fais une étude sur 20 ans. Je vais partager avec elle. Je suis en train de faire une étude actuellement. Moi, une étude très simple. Pour me comparer le marché des changes aux importations pendant 20 ans. Ou 10 ans. Parce que moi-même, ça me démontre à ça. C'est que banquiers ne représentaient seulement le quart. Parce que l'homme dit 28%, je parle de l'importation FOB. Si je mets l'importation CIF, ça dit m'ajouter là-dedans le cost, le fret, etc., etc., je vais moins que 28% dans le banquier. Ça veut dire 72% dans le marché parallèle. Pour qui ça dans le marché parallèle là? Parce que le banquier a moins tôt que le payer. Le payer moins cob parce qu'il faut obligé de suivre indication banque centrale. Automatiquement, il n'est pas compétitif à l'achat. Il n'est pas qu'à acheter. Mais si il n'est pas qu'à acheter, le monde qui a besoin de cob là qui revenir, il n'a pas besoin de cob là. Et où est-ce que c'est passé? Je vais raconter ça avant. Vous songez ça? Lorsque le banque vient gagner, on touche brusquement les gens qui possédaient des gouttes dans l'économie haïtienne en octobre 2020. Gouttes qui ont acheté 2 fois plus de dollars, ça qui vient arriver. Banque n'a la même quantité de dollars qui est passé par eux-mêmes. Eh bien, acheteur qui a acheté 2 fois plus, ils ont raflé tout le dollar. Et puis le monde vient à 11h du matin, midi, et puis pas un dollar. Donc les importateurs ne trouvaient plus les dollars, ne trouvaient qu'une fraction des dollars dont ils avaient besoin auprès des banques. À partir du moment que ça est fait, ils disent, je vais mourir même. Je vais au supermarché même, il faut me restocker, il faut me mettre des produits dans le rayon. Mal dans la banque, ils disent, c'est 20% sur le câble. Ça me fait. Mal jouer un exportateur, mal jouer les gens qui ont de visio, les sous-récipiendaires, les sous-agents de transfert. Mal jouer les derniers gens qui ont $, dans l'économie, même dit, ils ont payé plus cher. Et puis, où rafle le marché? À quel niveau pensez-vous qui poids, à savoir les supermarchés, j'en dis, qui ont besoin d'acheter des produits et c'est $1 pour l'acheter? Et parfois, quand ils sont plus à l'aise, si ce n'est pas une banque qui entre, et la banque fait une certaine heure, le supermarché à acheter le plus facile. C'est pas une question de l'heure. Je dis que ça n'est pas une question de l'heure. Parce que les gens qui ont $, sont des gens pauvres. La majorité des gens qui disposent de dollars en Haïti, qui touchent $, c'est la majorité petite bourse. Les gens ne peuvent pas aller côté qui a un meilleur taux. Le supermarché a un meilleur taux que le banque? Mais forcément. Puisque le supermarché, c'est les besoins de dollars. Là, le banquier dit que c'est seulement 20% ça le besoin à balle dans la banque. Soit qu'on l'a fait. Tu sais quand ça a commencé? En 2000, l'an 2000. Tu as une flambée du change de 20 gouttes à 28 gouttes. Et puis, même à l'arrivée,
système bancaire vient contraindre, la Banque centrale dit non, monsieur, n'a pas monté toi, c'est nous qui avons monté toi. Et puis, market est entré. Market est entré, ce n'est pas parce que market est plus fort que le banque, ce n'est pas parce que il y a une meilleure installation. C'est parce que market a besoin de dollars. Donc, le bagage de dollars dans la banque, là, il y a le joint de dollars côté le sorti. Et puis, offrir le meilleur taux. C'est ce qui fait le marché parallèle. Et ce marché parallèle a explosé en octobre 2020 parce que le taux était descendu à 65 gouttes. Parce que le descend à 65 gouttes, là, il dit que les gens qui ont acheté dollars à 100 gouttes ou à 120 gouttes, brusquement, ils ont acheté plus de dollars. Mais là, ils ont acheté plus de dollars, pas gain plus de dollars. C'est la même quantité de dollars qui ont dans l'économie haïtienne. Donc, automatiquement, la goutte était devenue trop forte et un pouvoir d'achat trop élevé. Les acheteurs n'ont pas trouvé, tous les acheteurs n'ont pas trouvé des dollars dans le marché. Parce qu'ils pouvaient acheter plus de dollars avec leurs gouttes. Eh bien, les gens qui avaient besoin de dollars, qui étaient les supermarchés, y allaient à la source. Je dis, OK, même qu'à payer plus cher. Segment, ça va parler là, qui est extrêmement important. Il est peut-être moins spéculatif, parce que lui-même, il faut l'acheter produit. Il n'est pas spéculatif du tout. Mais spéculation, ça a fait deux gens. Ou quand dit spéculation, c'est acheter pour vendre, pour qu'on fasse un corps parce que vous profitez de tout. Là, on a parlé d'autres acteurs. Mais là, pas de nos acteurs. Non. Bon pour market. Bon non, segment, ça me bien qu'on clarifie. On market en Haïti, c'est les créer marché. Parce que le market en Haïti, elle dit, mais monsieur, c'est une question de vie ou de mort. Oui, c'est clair. Parce que s'il n'y a pas de produit. Parce que même ça, fait, métier PAM, c'est acheter vendre. Yeah. Donc, si je ne peux pas acheter de là, je ne peux pas acheter marchandise. Donc, moi-même, je ne suis pas obligé de des raretés de biens. Pression que la Banque centrale fait sur vous, comme banque commerciale, et parfois, on ne pas connaît, que vous n'avez pas de droit à $15 pour faire spéculation. Ce qui n'est pas le cas des markets. C'est ça que je dis. Mais le market la une pression sur les tout, parce que si l'acheter, il faut le payer pour produit. Le market n'a pas tellement de position, parce que le market là, lui-même, il ne pas faire comme dans position. Exactement. Il fait comme dans acheter vendre. Mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs? Monsieur, il y a un impact politique que la Banque centrale suive là. Et comme je dis ça tout le temps, ce n'est pas des débat secret. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis ça dans mes cours. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que je dis ça tout dans le système bancaire. Donc, c'est pour ça que je ne pas attaquer personne. C'est une opinion connue sur ça. Le plus gros marché qui prend le plus gros choc avec la politique, c'est qui ça? Marché pétrolier. Totalement. Pour qui ça? Parce que les prix du pétrole sont fixés par l'État. Les prix à la pompe sont fixés. Donc là, fixé là, il y a une feuille publiée régulièrement, puis il dit, mais formule distribution prix pétrolier. Il dit que soit payer un gallon 600 gouttes, mais côté 600 gouttes là, aller. Mais tout est stable jusqu'à distributeur. Mais ce qui ça a calculé équivalent, qui ça produit à coûter à l'étranger? Tout officiel là. TMA. Donc, le calcul avec TMA, mais TMA n'est pas vrai. Donc, ça, où vous voyez pétrolier faire? On dit pétrolier que c'est même qu'à bord dollar, parce que quand tu pas jeune dollar, tout ça. La Banque centrale a pas quitté le dollar, mais le vin dollar, réserve baissée. Donc, la réserve a baissé parce que la dollar par là. Il faut acheter dollar sur le marché, donc, il ne pas acheter le dollar par là. La réserve a baissé. Donc, la Banque centrale dit, quand il ça, monsieur a sur le marché. Maintenant, les gars sur le marché, ça rejoint. Je joue au dollar 15 gouttes, 20 gouttes plus haut. Mais 20 gouttes plus haut, le prix d'importation est plus élevé et le prix de revient du produit est plus élevé que le prix affiché par l'État. Qui est-ce qui paye la différence? L'État. Mais l'État paye par rapport à qui ça? Formule officielle là. Donc, taux officiel là. Donc, comment il y a tout là? Mais je ne pas acheté un dollar à disons à 150 gouttes et moi-même, je dis que c'est 130 gouttes que je joins dans l'État. Mais je ne pas du comme tout le temps. Donc, même comme ce n'est pas important, et puis tu as une crise d'approvisionnement pétrolier. Yeah. Et ça lié. Et si tu veux résoudre, et je te dis tout, à faire bruit, machine, comme tu le routier ou un bruit ou l'autre, tout le monde dit, ah, monsieur, c'est insécurité créer problème pétrole là, parce que, bon, même Fond du Val dit ça, et puis bon, il y avait des blocages pétroliers, pas traverser Matissan, et insécurité. Je me dis, mais si une ferme insécurité, mais pétrolier n'a pas qu'à importer quand même, parce que s'il gagne, ça va importer un plus cher que ça gagne à la pompe là. Résultat pratique, pétrolier commence à mettre des dollars qu'on y a à pompe. Mais pompe côté pas de dollars. Il n'y a pas le même problème avec pétrolier. Donc, si tu ne résous pas le problème de change et que tu n'as pas un marché efficient, ou pas jamais gagner assez de pétrole pour servir la population. Parce qu'on a toujours un hiccup. Là, on n'a pas l'importer pétrole là, tu as toujours peur que, en plus, ou pas payer le cash. Donc, toi, on a continué à déprécier et puis, les doigts en good, mais sont un prix ancien de 2 mois. Bon,
Maintenant, si nous voulons résoudre la crise, ça me pensait que faut finir avec ça, question ça. Comment pour résoudre les laisser jazz à marcher? Pendant que vous avez marché, est-ce que vous avez des caractéristiques communes entre deux marchés, ça, pétrole et change? Non. Pas rien qui semble. Le marché du pétrole, bien sûr, est dépendant du marché des changes, comme je l'ai expliqué, puisque c'est $, pour joindre pour importer pétrole. Bon, c'est le plus gros acteur. Est-ce que la rentrée de ces marchés pas fait d'autres acteurs qui entrent et qui créent des distorsions? Non, c'est sûr que tu as un marché noir du pétrole. Dès que quand tu as des raretés très graves, par exemple, le réservoir a été fermé, oui, ou tu gagnes ça quasiment une impossibilité de gagner des stocks bloqués. Donc, dès que tu as des stocks bloqués, c'était ce qui s'était produit sur l'embargo aussi. Tu vas avoir un marché noir du pétrole en bidon. Donc, ça prend le bord des prix faramineux. Mais même quand tu n'as pas ce marché noir-là, ce que je t'explique, tu as un problème arithmétique. Parce que le pétrolier qui importe le pétrole, s'il est obligé d'aller sur le marché d'échange, paye son pétrole à un taux plus élevé que le taux qui est reconnu par l'État. Automatiquement, quand il va toucher sa subvention, il perd de l'argent. Il perd de l'argent de deux façons. Il perd de l'argent parce que le taux est plus bas et il perd de l'argent parce que l'État ne lui paie pas tout de suite. Donc, comme le taux a tendance à déprécier, entre le moment où il a facturé l'État pour un montant de subvention X et le moment où on lui paye, il y a une dépréciation du taux de change. Donc, il perd du deux côtés. Yeah. Donc, on peut le rater tout le temps. Local là tellement pour nous, mais pas qu'à ignorer international là, parce que international là, il agit également sur local là. Pierre-Marie Boisson, on parle d'une probable récession économique au niveau mondial. Fonds monétaire Banque mondiale gantant déjà changé, prévision a été faite en octobre. Yeah. Et on parle même d'une possibilité de l'année 2023, une année blanche. Comment elle est dans là? Au niveau mondial, je parle là maintenant. Je pense premièrement qu'il faut dire qu'il y a un élément qui rend, deux éléments qui rendent les prévisions extrêmement difficiles. Une est la Russie et l'Ukraine, la guerre, l'autre est la Chine. Pourquoi? La guerre a provoqué un choc inflationniste très élevé. En dehors de toutes sortes de problèmes, on a mouru, etc. Mais le plus gros choc pour l'économie mondiale, ça a été l'élévation des prix du pétrole pendant un certain temps et l'élévation des prix des denrées et des commodities en général. Par contre, les gens ne se sont pas rendus compte qu'à un certain moment, tu as eu maintenant, le pétrole s'est mis à baisser alors que la guerre continue. Pourquoi? C'est un autre choc d'une grande ampleur qui a pris place, qui est la fermeture de l'économie chinoise. Ouais. Qui est Covid. 20% de la population mondiale et qui a 800 millions de personnes sur les 1,4 milliard d'habitants qui sont dans la classe moyenne. Et l'usine du monde aussi. L'usine du monde. C'est l'usine du monde. C'est le grand atelier. Mais c'est avant tout un gros consommateur de pétrole. Ouais. Ayant fermé l'économie chinoise et la croissance est tombée pratiquement presque à zéro, il y a eu un choc sur la demande de pétrole à travers le monde qui a aidé à ce que les prix, ce n'est pas le seul facteur, mais c'est le plus gros facteur. Or, l'économie chinoise a dû poser pression politique interne, relâcher, alors qu'elle n'était pas prête. Parce que l'économie chinoise n'a pas voulu consommer des vaccins occidentaux, mais le vaccin n'est pas bon. Le vaccin n'est pas bon. Donc le vaccin n'est pas bon, ça veut dire qu'on a moun ap mouri. Hôpital et monsieur minoré statistique il a sous-estimé. Mais il y a un gros choc, mais il n'y a pas à retourner en arrière, il n'y a pas à bloquer l'économie encore. Et à moins qu'accepter d'utiliser le vaccin Pfizer avec Moderna, il y a un problème. Parce que moun ap mouri. Mais pour l'autre choc qu'on va recevoir de l'économie chinoise. L'économie chinoise après le reprend. Et on regarde que aujourd'hui, en octobre, le Fonds monétaire prévoit 4,5% de croissance de l'économie chinoise. Qu'on a commencé à prévoir 6%. Pour qui ça? Parce que là, était tout le monde ça ouvert, on dit bon, moun met mourir. Moun met mourir, mais il faut moun travail. Tu vas réavoir les Chinois sur le marché touristique. Même si on a bloqué, oui. Mais le Covid agit par vague.
Ou pral gon frappe Covid et puis la baisser. Le baisser qu'on y a, ou pral gon le ou pas gen Covid encore et puis moun ça va rentrer sous marché. Le rentrer sous marché ou pral gen un boom de l'économie chinoise et de sa demande sur l'économie mondiale. Et le pétrole? Et ceci va produire une inflation. Ceci va produire une montée des prix du pétrole. D'après moi. Maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer avec la guerre de l'Ukraine. Parce que ça me semble être une guerre qui va durer. Mais aujourd'hui, si je regarde la majorité des informations qui me viennent, l'Ukraine a aussi un peu de problème. Donc, on le baille ça, la Russie prend un problème interne. Parce que il y a pas de bataille. Les Russes perdent. Ils sont en train de perdre beaucoup de soldats. Ils commencent à avoir des problèmes internes. OK? Maintenant, en retournant sur Santabdia, est-ce que l'économie va entrer en récession? Mon cher, jusqu'à présent, moi que Jérôme Powell a fait un job extraordinaire. Le président de la Banque centrale des États-Unis. Le président de la Banque centrale des États-Unis est en train d'ingénier jusqu'à présent une économie américaine qui continue à être en plein emploi et une inflation qui baisse. Parce que l'inflation aujourd'hui est à l'entour de 5,5%, alors qu'elle était 8,3% 3 mois avant. Et 9% en juin dernier. Et 9% en juin dernier. Est-ce que est capable de continuer? C'est la map frontière analyse avant. Moi-même, pense que oui, on compte pour ça. Parce que on n'a pas réalisé une chose importante. Le plus gros contingent, la plus grosse génération, la plus nombreuse génération des États-Unis s'appelle le baby boom. C'est ma génération. Qui est née entre 1947 et 1962, ou 64, je crois. Cette génération avait 76 millions de personnes. À 76 millions de personnes. Par rapport à les gens, alors, la génération qui l'a précédée avait 47. 76. 57 qui l'a suivi. Mounsayo, en 2007, puisque nous parlons de 1947, la première bonne, ont commencé à avoir l'âge de la retraite. Entre 47 et 20 ans après, ou 15 ans après, ces gens auraient dû rentrer à la retraite, c'est-à-dire entre 1960, entre 2010 et 2025, tout ce contingent aurait dû aller à la retraite. OK? Qui ça a fait? Ils n'ont pas pris retraite. Parce qu'à l'époque, il y a une crise économique qui était la crise, la grande récession, 2008-2009, a fait pas bon, messieurs Kembe Jobio, messieurs Damzaro. Donc, ils viennent provoquer une situation côté où une force de travail qui est surestimée. Kounia, Covid vini. L'un des impacts de l'après-crise Covid, c'est que cette génération de baby boom n'est pas retournée au travail. Ne retournant pas au travail, elle crée une rareté de main-d'œuvre aux États-Unis. Cette rareté de main-d'œuvre fait que, je ne pense pas que les États-Unis, avec même politique augmentation de taux d'intérêt, ça, l'y envie d'entrer au chômage. Et même penser que si messieurs continuent ça à faire, ils vont lutter contre l'inflation à travers le ralentissement de la demande, alors qu'ils vont continuer à être en plein emploi parce que ils ont un contingent de gens qui prennent la retraite qui est très élevé, qui n'est pas compensé par l'immigration, parce qu'il y a plus lutter contre l'immigration. Maintenant, cette lutte est une lutte dont je doute des résultats. Parce que si je regarde les Haïtiens, mon cher, tout le monde a goûté contre les Haïtiens a pas les États-Unis quand même. Il y a pas de drill. Mais, mon cher, il y a un levé de bouclier de la droite, de l'extrême droite américaine, contre, alors l'extrême droite c'est la droite, contre l'immigration, qui est à l'encontre des intérêts américains concernant l'équilibre démographique. On va peut-être laisser un pile de l'analyse. Mais même je regarde là, moi dit, je ne suis pas sûr. Moi je suis sûr qu'on va continuer à gagner une inflation plus élevée que 2%. On va continuer à gagner des taux d'intérêt élevés, mais l'effet négatif des taux d'intérêt qui devrait provoquer du chômage aux États-Unis et donc une économie qui rentre en récession, je ne suis pas sûr. Qui allait à l'encontre. Mais même plus penser que nous avons un bel amortissement l'année prochaine, que nous avons un taux de croissance de 1,6 comme le voit à la Banque mondiale, 1,5, 1,6, mais nous ne pouvons pas prédire une récession moi-même. OK. On finit local, nous avons trop de temps. Taux de croissance économique prévu par le gouvernement pour le budget pour l'exercice fiscal 22-23, moins de 0,5%. Donc, est-ce que vous achetez tout ça? Je l'ai acheté l'année dernière. Je ne vais pas acheter l'année dernière. Parce que moi, je pense que, regarde le scénario que je fais l'année dernière,
Je crois que le scénario ça a réalisé l'année ça que l'année dernière. Ah bon? Quel était ce scénario? Le scénario, c'est que ou finalement une transition politique, ou finalement un accord. On a eu un accord avec le Fonds monétaire. Il a été un petit peu moins que ce qu'on pensait. On a eu un accord avec le Fonds monétaire. Et je le disais en début d'émission, je vois des mesures sages se prendre au niveau de l'État haïtien. J'ai vu, pour la première fois, je peux dire que le budget présenté par l'État, qui est une augmentation d'environ 44 milliards de recettes en plus. En plus. Moi, c'est le conservateur. Mais ça fait plus. 265 milliards. 265 milliards. 265 milliards de Le dépenses. budget reçoit 164 milliards. 64 milliards. Moi, je pense qu'on a fait mieux que ça. Parce que je pense que si l'État continue, naturellement, il y a des abus. Sûrement, il y a des protestations. Mais si l'État continue bien performer en douane et que l'augmentation pétrole que tu fait là, avec tous les problèmes que ça a comporté, moi, ça fait une meilleure année fiscale que l'année dernière. Et meilleure année fiscale là, associée avec ce que je considère comme un bon comportement de la Banque centrale, qui a réduit l'écart entre les deux taux et qui va favoriser une normalisation des distorsions qui ont entraîné une redistribution des richesses dans l'économie. Parce que pour moi, ce que la Banque centrale a fait dans les 3 mois-là a amélioré le revenu des pauvres. Parce que en passant le taux de 117 gouttes à 146 gouttes, vous comprenez qui est-ce qui gagne plus de gouttes dans le récipient des transferts, qui étaient pénalisés l'année dernière, année ça, il y a une correction qui fait. Si la correction continue, la population, ça va plus comme dans le et ça va améliorer le climat social. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire que c'est les gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce qu'il y a plus de gouttes, après qu'on y a là, il y a l'inflation période là même. Monte l'inflation quand même. Ça me dit. L'autre, il y a l'inflation quand même. Donc ça n'a pas changé. Moi, je pense que l'inflation n'est pas due à ça. Il n'est pas dû à la quantité de gouttes qu'on a reçues de l'autre restaurant, mais ils avaient des gouttes avant. Il est dû au fait qu'il y a un déficit budgétaire. Mais si tu réduis ton déficit, écoute, l'année dernière, on a eu 49 milliards. Mais 49 milliards, financement BRH, plus 10 milliards, 59 milliards entre les deux, de financement de l'État, mais pour 110 milliards de recettes. Année, ça a budget à prévoir 33 milliards, plus on l'autre 8 milliards, donc 41 milliards. Mais pour 164 milliards de recettes. Est-ce qu'on est ratio? Un ratio que tu as gagné 59 créés pour 110 collectés. Ça fait plus que moitié, oui. Tandis qu'année, ça a dit 40 créés pour 164. C'est 25%, oui. On a ajouté le taux d'inflation autour de 31-32%. À septembre 2023. Moi-même, honnêtement, je pense que l'inflation est plus bas. Donc, au pire optimiste que les chiffres présentés par nous. Naturellement. Je ne peux pas prédire l'année. Est-ce que je peux prédire le tableau là que... L'Ukraine. Bon, moi, je vais regarder pour prévision, je fais ça, comme je changé avant. Moi, je t'ai dit que tu as des tensions entre l'Ukraine et la Russie, entre la Russie et les États-Unis. Mais qui est-ce qui t'a cru que, comme a dit, tu as envahi l'Ukraine pour créer toutes des autres ça qu'elle crée? On voit, ce sont des ordres. Guerre là sont des ordres liés, sont à fond au système international. Et qui coûtait extrêmement cher à la population russe en mort, en récession. Et concernant les prévisions, budget programme cette année, 1,5, 1,7, si je ne me trompe défaut, est-ce que ce chemin de croissance... Pour revenir à l'économie réelle, pour moi, ne va pas augmenter beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'investissements. Mais je pense que la redistribution des revenus de cette économie va être meilleure. Et à ce moment-là, la demande pour des secteurs comme les micro-entreprises, la demande pour la population haïtienne, le bien-être de la population haïtienne pauvre va s'améliorer. Je ne dis pas que globalement, pour le PIB pour augmenter plus que 0,5%. Je ne crois que je dis différemment de ça, le gouverneur a dit. Parce que l'année dernière, pas le gouverneur, le ministre des Finances, l'année dernière, le ministre des Finances n'était pas en prévision, pas loin de monsieur. Je te dis 0,5, je te dis 1%. Donc, je ne suis pas aujourd'hui tellement différent de prévision économique réelle là, mais c'est même redistribution qui est intéressante. Et le bien-être de la population. Alors, qu'est-ce que tu demandais maintenant? Non, c'était le taux de croissance, le chemin de croissance est pour les 3 prochaines années jusqu'à 2025. Je crois que la croissance va rester faible tant qu'on n'aura pas un boom d'investissement dans ce pays, un boom de création d'emplois. Parce que la croissance, ça va être la création d'emplois.
je ne peux pas prédire qu'on va avoir une croissance de X ou Y si je n'ai pas un gouvernement élu et un paquet d'incitations pour qu'on ait une Haïti réellement allant vers son potentiel. Parce qu'aujourd'hui, le potentiel haïtien, il y a le textile, c'est vrai, le vrai potentiel haïtien se trouve au niveau du tourisme. Pour moi. Et ce tourisme va alimenter l'agriculture marchande, il va alimenter la construction, il va alimenter la création d'emplois. Et la création d'emplois, particulièrement dans les secteurs qui vendent au tourisme, comme l'agriculture. Et je pense qu'Haïti a tellement fait parler d'elle que si Haïti débloque sa crise et vient être un pays en paix, nous allons avoir un segment où nous pouvons attirer des gens parce que Haïti est très original. Il y a beaucoup de potentiel touristique à mon avis. Et dans l'industrie aussi. Okay? Pierre-Marie Boisson, merci. Et comme d'habitude, est toujours disponible et surtout en pile d'informations. Et ta position, ou pas que tout le monde d'accord avec elle, mais on dit ça au pensée et venir avec tes enfants pour capable faire débat. C'est ça? Moi, welcome, moi, t'as aimé que l'économie haïtienne, justement, a moins d'émotions et plus de débats contradictoires. Mais surtout, ça me souhaitait pour nous, Anessa, c'est que nous ne finissons pas entendre nous pour nous faire un véritable front commun pour avoir un pays plus en paix. Et un pays plus en paix veut dire automatiquement un pays qui pourra gagner moins d'inflation, qui pourra gagner moins de tension sociale et qui pourra vers la création d'emplois. Parce que la création d'emplois, pour moi, c'est le véritable outil de lutte contre l'insécurité. Parce que les gens qui alimentent la matière première des gangs, ce sont des gens qui sont mécontents. Ce sont des gens qui ont été paupérisés, ce sont des gens qui n'ont pas d'emploi. Et c'est un des effets pervers d'une économie qui dépend des transferts. Les transferts encouragent la paresse parce qu'ils encouragent les gens à ne pas travailler. On a fait un débat sur ça. C'est bien. Voilà, prochain rendez-vous, c'est pas le 22 janvier pour le 5e invité des grands rendez-vous économiques. Nous connaissons tout dimanche qui gagne le mois de janvier, que nous allons recevoir des invités et pour nous faire perspective pour l'année 2023. Ciao, à la semaine prochaine.